Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous rendre compte ici d'un ouvrage que j'ai lu récemment sur la pensée de Charles de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, par une personne de cette époque qui a vécu de près le développement de cette pensée. Donc, je vous rappelle que cela se place dans le cadre de mon site de culture sociétale, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que la culture sociétale s'apparente à la culture générale, mais appliquée à la société, et que l'on peut parler d'intelligence sociétale, comme les scientifiques nous parlent d'intelligence artificielle, bien sûr. Le plan qui m'est personnel, car quand je lis des livres, je reclasse les idées exactement à leur place. C'est pas toujours en ordre. Donc je vais parler de l'auteur rapidement, ensuite des données qui figurent dans le livre de Charles de Gaulle, ensuite de la grande idée de Charles de Gaulle, le grand dessin de l'Atlantique à l'Oural, ensuite des tentatives du général pour concrétiser ce grand dessin, de son échec, car cela a échoué, et puis l'auteur faisait figurer en annexe des discours de Charles de Gaulle dont j'ai extrait quelques passages caractéristiques. Donc l'auteur c'est René Courtin, le livre a été publié en 1963, édition L'Esprit Nouveau. L'homme est professeur d'université d'abord, il est résistant, il a été un partisan déchu de l'Algérie française, c'est-à-dire là une fracture avec Charles de Gaulle. Mais déjà antérieurement, il note une fêlure avec le général du 25 août 1944, le lendemain de la libération, comme quoi on ne peut pas l'accuser d'être partisan à 100% du général. Voilà. Voilà pour l'auteur. Maintenant pour Charles de Gaulle, voilà son portrait jeune. Nous allons dire des généralités, on parlera de sa gloire, de ses humiliations, et de la Chine et la Russie, et de l'idée de gouverner seul. Tout cela, je le redis, exclusivement dans le livre en question. Ce n'est pas des réflexions générales, puisées à travers plusieurs sources. Alors, l'auteur dit que le général est secret, tortueux, rusé, habile à brouiller les pistes. Il relate que dans le fil de l'épée en 1932, et je le cite, « Et tout d'abord, le prestige du chef ne peut aller sans mystère, car on révère peu ce que l'on connaît trop bien. Il n'y a pas de grand homme au poste domestique. » Oui, parfaitement vrai. Ça me rappelle un grand écrivain du début du XXe siècle, Anatole France, Les dieux ont soif par exemple, que des gens venaient visiter, ils venaient visiter le maître, et sa servante disait, maître, il n'est même pas capable de tenir sa cuillère dans la soupe. Voilà. Il n'y a pas de grand homme pour les domestiques. Ensuite, l'homme d'action ne se conçoit guère sans une forte dose d'égoïsme, d'orgueil, de dureté, de ruse. Mais on lui passe tout cela, et même il en prend plus de relief. Voilà. Oui, belle citation aussi. Dur. Ensuite, c'est un homme nouveau qui s'installe à l'Élysée en juin 1958. Après 12 années de méditation solitaire à Colombey, c'est vrai que le général, en 1946, au début de la 4e République, avait été conduit à se retirer, à Colombey les deux églises.
Il n'hésite pas alors à renier ses engagements et trahir ceux qui l'ont appelé au pouvoir. Et pour l'auteur du livre, c'est un De Gaulle 2, numéro 2, qui apparaît quand il arrive au pouvoir. Pour l'Algérie, il déclare le 4 juin 1958 qu'il n'y a que des Français à part entière. D'abord. Le lendemain, il appelle les musulmans à rejoindre la France, qui ne les trahira jamais. Le 6 juin, il proclame l'Algérie française. Quand on connaît ce qui est arrivé, on voit le fossé qui sépare la déclaration de la réalité. Point numéro 2, sa gloire. De Gaulle se fait une autre idée de son génie et de son destin, dit l'auteur. C'est dans la ligne de sa pensée. Les humiliations. Il n'a pas été invité à la conférence de Yalta. Il en a été humilié, bien sûr. La France était absente. Les grands qui se partageaient le monde, les zones d'influence, ont évité de reprendre la France éternelle. La haine qu'il porte aux USA lui vient des humiliations qu'il a subies de Roosevelt, sans compter l'occupation américaine de la France. Oui, on a oublié ça. Il y a eu des bases américaines, à Orléans notamment. Quand j'étais petit, on visitait les GIs, là, qui avaient de magnifiques frigidaires, machines à laver, une civilisation au-dessus, une civilisation matérielle, au-dessus du niveau de vie des Français. Quatrième point, Chine et Russie. L'URSS reviendra d'autant plus vite à l'Occident qu'elle est menacée par la Chine. Voilà une idée de Charles de Gaulle. Bon, ça va et ça vient, les doctrines politiques. La Russie, une nation blanche de l'Europe, est conquérante d'une partie de l'Asie. Ça, c'est exact. Bien sûr, il y a en Russie, dans l'extrême grand nord, des populations aux yeux bridés, des Mongols notamment aussi, voilà. Mais c'est vrai que l'histoire de la Russie montre une conquête perpétuelle des tsars de Moscou, des princes de Moscou avant les tsars, donc vers l'Est. La Chine, regardant autour d'elle les étendues sur lesquelles il lui faudra se répandre un jour, ça, cette phrase est lourde de sens, on souhaite que ce ne soit pas vrai. Mais les routes de la soie qui ont été faites il y a une dizaine d'années, là maintenant, vont dans ce sens. Gouverner seul. Le mode d'élection du président lui permet de gouverner seul. Mais il sait que la majorité parlementaire est hostile au nucléaire et favorable à une coopération avec les USA. De Gaulle a été isolé dans cette idée. Mais bon, la Constitution lui donnait, du 4 octobre 1958, lui donnait le droit de gouverner seul. Nous allons passer au grand dessin. On va voir son origine, André Malraux. La Russie jusqu'à l'Oural. La thèse du grand dessin ou la grande Europe, comme on voudra. La force européenne et les USA. Une composante, l'Europe qui pourrait apparaître comme troisième force entre les États-Unis et la Russie. Et puis une question de méthode. Origine. Le grand dessin aurait été forgé par André Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle, celui au sujet duquel, en plein conseil des ministres, Charles de Gaulle a dit « Mon cher André », il n'appelait personne par le prénom, mais là, bon, il y avait une exception. « Mon cher André, vous me sauvez de la médiocrité ». La source est Alain Péroufis, c'était de Gaulle. Bon. De Gaulle soutient qu'il a exposé la première fois le grand dessin le 11 octobre 1945 à Bruxelles et le 12 à Paris. Voilà. Voilà la source gaulliste pour le grand dessin pour tous ceux qui travaillent sur cette thèse-là. La Russie jusqu'à l'Oural. Il y a toute une culture classique
que les gens d'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus. Et donc De Gaulle, lui, l'avait. Il vit dans l'Europe du XVIIIe siècle qui comprenait la Russie admiratrice de la civilisation française. Il n'y a qu'à se rendre à Saint-Pétersbourg, où il n'y a qu'à connaître l'histoire d'ailleurs des relations franco-russes pour voir la grande amitié qu'il liait les gouvernements. Je rappelle que le tsar Pierre Ier, qui a fondé Saint-Pétersbourg, est allé en France sans trop prévenir des modalités de sa visite, qu'il est allé à l'Académie française tout d'abord, où il y avait 3 académiciens. Comme le tsar parlait français, il n'y a pas de problème, mais les 3 académiciens ont été très surpris de voir le tsar de toutes les Russies qui rentrait à l'Académie. Après seulement, le tsar est allé rencontrer le vieux Louis XIV à Versailles, parce qu'il voulait savoir, il voulait voir de ses yeux Versailles, de manière à pouvoir construire Peterhof, le Versailles russe, à côté de Saint-Pétersbourg. Voilà. Bon. Du moins jusqu'à l'Oural, car au-delà, De Gaulle pensait que la Sibérie était peuplée de nomades jaunes, chamanistes ou musulmans. Oui, il le pensait. C'est en partie vrai, mais c'est en partie faux aussi. Vladivostok, par là, à l'extrême, Yul Brynner, le grand acteur américain d'origine russe et qui est blanc, c'est vrai avec une tête un peu spéciale, voilà, donc est né là. Bon, il y a des mélanges. La Sibérie apparaît comme l'Algérie de la Russie. La Sibérie, donc, c'est cet espace-là, au moins, la grande plaine de l'Aube, et voilà l'Oural, voilà. Le grand dessin. Il y aura un jour 3 blocs. C'est l'auteur du livre, donc, de la thèse de l'Atlantique à l'Oural qui déclare ça. Les USA, l'Europe, avec la Russie, et la Chine. Pour cela, la France doit fédérer autour d'elle l'Europe de l'Ouest pour être crédible auprès de la Russie. C'est l'Europe des 6. Et cette Europe doit garder une alliance avec les USA pour que la Russie s'y associe. Et voilà un point important. La force européenne. Les forces françaises ont été coupablement placées sous commandement OTAN par les gouvernements faibles de la 4ème République. C'est l'idée de Charles de Gaulle. C'est la 4ème République qui s'est abaissée à se placer sous le commandement de l'OTAN, des Américains, et De Gaulle ne le voulait pas. On sait qu'il a pratiqué la politique de chaise vide à l'OTAN. Mais la 5ème République ne respectera pas les engagements de la 4ème, c'est normal, c'est une nouvelle République, hein, et elle retirera des troupes de l'OTAN. En 1959, De Gaulle refusera sur le sol de la France la réalisation de rampes de lancement de fusées et la constitution de stocks d'armes atomiques des États-Unis. C'est la même idée, les Américains dehors. C'est pour chasser les USA que De Gaulle veut l'Europe jusqu'à l'Oural. Ça, c'est une idée particulière. Il n'y a pas que cette idée-là dans cette thèse. Il y a une idée de civilisation, de parenté, de culture, etc. Et d'histoire. Donc, une composante de l'Europe troisième force. Il y a eu une théorie de l'Europe troisième force entre les USA et l'URSS jusqu'en 1949, et qui fut pris au sérieux par les USA et l'URSS. De Gaulle disait cette unité de l'Europe reliant ces 3 pôles, Moscou, Londres, Paris. Moscou, Londres, Paris. Il a fait une fracassante conférence de presse du 14 janvier 1963, au cours de laquelle De Gaulle a signifié avec hauteur son refus de se lier aux USA et à la Grande-Bretagne. La France libre, en quelque sorte, de ses choix. Méthode.
Alors voilà, il veut semer dans l'opinion, et il veut semer l'idée, cette idée, et qu'elle y mûrisse, puis qu'elle apparaisse comme le couronnement de l'idée de l'Europe troisième force. C'est une technique de communication judicieuse, judicieuse. Ensuite, la brutalité du discours de Gaulle du 14 janvier 63 à l'égard des USA et de la Grande-Bretagne, pour la Grande-Bretagne, le refus d'entrer dans le marché commun pouvait avoir pour but de désintéresser ceux-ci, les USA et la Grande-Bretagne, de l'Europe. Pourquoi pas? En tout cas, c'est l'idée exprimée par l'auteur du livre au sujet du discours de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, dans sa méthode, annonce à l'avance ses projets pour apprivoiser l'opinion. La formule est jolie. Apprivoiser l'opinion. Il faut que les gens s'habituent aux idées. On va voir maintenant les tentatives, la force nucléaire, l'Europe, la communauté économique européenne, etc., l'Allemagne, la Pologne, la ligne Oder-Neisse et la Hongrie, les hommes en cause, la Grande-Bretagne et l'Algérie. Voilà ce que j'ai pu synthétiser. La force nucléaire, elle est destinée à contrebalancer le nucléaire URSS quand les USA seront partis, car il y a une légère inquiétude qui subsiste. Le 14 janvier 1963, Charles de Gaulle rejette le projet de Kennedy de faire une force nucléaire multilatérale, bien qu'elle fût déjà acceptée par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais l'idée d'indépendance qu'il y avait dans la tête du général a conduit à ce rejet du projet du chef d'État Kennedy. Voilà pour la force nucléaire. Point numéro 2. L'Europe, CE, etc. De Gaulle connaît l'impuissance d'une coalition intergouvernementale. Voilà une formule lourde. Oui. Au sujet de la CE, il l'appelait le machin. Il ne croyait pas à ce qui est étranger, qui est au-dessus des gouvernements. L'Europe des États est destinée à couvrir l'Europe française. Là, il faudrait définir ce que c'est que l'Europe des États. Bon, ça, on le comprend. Et l'Europe française, plus délicat. Mais en tout cas, l'Europe conduite par les Français à cette époque. L'Allemagne. De Gaulle cherchait un appui et a choisi la RFA. Et le peuple allemand, romantique, qui s'incarne en Siegfried, en Parsifal, en Faust, en Frédéric Barberousse, le romantisme allemand est bien connu depuis longtemps. Il veut empêcher l'Allemagne de devenir trop puissante, car les souvenirs sont cuisants. L'amputé de la Sarre, de la Rhénanie et surtout de tout l'arsenal de la Ruhr. Oui, bon. J'ai noté que la Sarre fut en partie française jadis. J'ai noté ça. Mes connaissances là sont limitées. Voilà. Voici Charles de Gaulle et Adenauer. Et les voilà tous les deux ensemble aussi. Donc le partenaire, c'était l'Allemagne, un peu diminué. La Pologne. Redonner à la Pologne des territoires à l'ouest pour compenser les amputations à l'est. L'URSS avait grignoté. Et donc, il fallait que l'Allemagne se rétrécisse un peu. Et ressusciter l'alliance franco-polonaise, qui est ancienne aussi. Il n'y a qu'à se rendre à Nancy et voir la place Stanisław Leszczyński. Donc, les mariages entre la royauté polonaise et l'équivalent français, quoi, à peu près. Voilà pour la Pologne. La ligne Oder-Neisse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'Oder et voici la Neisse. La République tchèque est ici, l'Allemagne est ici et la Pologne est ici. Voilà la ligne Oder-Neisse.
De Gaulle reconnaît officiellement la ligne Oder-Neisse, il la reconnaît, et garde un pesant silence au cours du drame hongrois, voire la question où l'URSS a envahi la Hongrie, le coup de Prague, etc. La Hongrie, pour De Gaulle, est condamnée à être dominée par l'Allemagne ou la Russie. Oui, c'est une idée politique. La souffrance des peuples et la morale internationale n'ont pas à jouer ici. La souffrance des peuples, voilà, on n'en tient pas compte. Et la morale non plus. Ça, c'est une phrase qui va loin aussi. Des hommes. Sous la domination de De Gaulle, Michel Debré a été conduit à se renier et le général de l'Armina à se détruire. J'ai repris les propos de l'auteur du livre. Il conduit l'indépendance, Charles de Gaulle conduit l'indépendance algérienne en conservant Michel Debré, qui était pourtant un chaud partisan de l'Algérie française. La Grande-Bretagne. L'Angleterre est exclue comme alliée des USA. Mais lors de l'affaire de Suez, elle a prouvé qu'elle n'était pas le commis voyageur de l'Amérique. L'expression est intéressante. Le commis voyageur de l'Amérique. Et aussi pour son poids économique. Algérie. Il précipite le règlement de l'affaire algérienne pour se préoccuper de l'international. C'est remarquable, ça, on peut l'ignorer, vu l'ampleur de cette affaire algérienne qui dure encore aujourd'hui, dans les idées. Il a été appelé au pouvoir en 1958 pour que l'Algérie soit française. Il est d'avis contraire. Et il a dû habituer l'opinion à son idée. Il a épuré l'armée et la contraint à obéir. Donc on voit à cette note que l'Algérie était pour lui un problème secondaire, que son grand dessein était de l'Atlantique à l'Oural. En 1962, les accords d'Évian sont bâclés et inappliqués. Il conduit l'indépendance algérienne en conservant Michel Debré, chaud partisan de l'Algérie, je répète. Et le 16 septembre 1959, il lance le principe de l'autodétermination de l'Algérie, en rassurant l'armée, les Français de l'Algérie et les musulmans fidèles, les harkis notamment, en promettant des accords d'Évian rigoureux. De fait, dit l'auteur du livre, ceux-ci seront emportés par le vent. L'auteur du livre avance l'idée que les accords d'Évian sont déficients. Voilà les signataires, les partenaires des accords d'Évian. Voilà. Nous allons nous arrêter ici, car j'ai dépassé légèrement les 20 minutes, et nous reprendrons au point 5, c'est-à-dire la suite directe de ce dossier politique et intéressant, évidemment. Voilà. Eh bien, dans cette suite à venir, je vous dis au revoir.